Bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous. Merci à vous aussi d'avoir fait le déplacement en chair et en os. C'est, je crois, appréciable pour ceux qui sont là. Et bonjour à François Delay, qui est dirigeant d'une entreprise d'électricité en Picardie et président de la Fédération régionale du bâtiment des Hauts-de-France. Et Marie-Ange Guéramos. Vous êtes dirigeante d'une entreprise d'électricité en Gironde et présidente de la Fédération régionale du bâtiment Nouvelle-Aquitaine. Avec vous deux, on parlera notamment sous-traitance et taux zéro. Plan de rénovation également, bien évidemment. Fabien Roussel, que propose le Parti communiste en termes de logement et de relance de la construction? Si j'ose dire, est-ce que vous êtes plutôt logement collectif ou maison individuelle, vous? Oh là, les deux, mon capitaine. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes, à tous. Bonjour aux Ch'tis, bonjour aux Picards, puisque je suis élu du Nord et que je suis donc député du Nord. Et donc, c'est aussi mon histoire. Nous voulons pouvoir répondre à deux grands défis. D'abord, le droit de se loger, tout simplement, pour toutes et tous. Et il y a un immense effort à faire pour pouvoir proposer des logements à toutes et à tous, rénover des logements, construire des logements sociaux et collectifs, mais aussi permettre à chacun et à chacune d'avoir accès à sa maison, de pouvoir bâtir s'il en a envie. Et j'en profite tout de suite pour dire que je suis particulièrement agacé par ces donneurs de leçons, ces donneuses de leçons condescendants qui nous expliquent que l'on ne pourra plus habiter dans une maison, qui nous expliquent qu'on ne peut plus utiliser la voiture et qu'il faut augmenter l'essence, qui nous expliquent qu'il ne faut plus manger de viande. Et il y a une sorte de mépris de classe et de mépris de la ruralité qui est insupportable dans notre pays. Et donc je ne participe pas de ce discours, ça c'est clair. Oui, nous avons le droit tous d'avoir accès à un logement digne, dans des appartements si c'est notre choix, dans des maisons si on a envie d'en construire ou de bâtir. Et donc ça nécessite de mobiliser plusieurs leviers, parce que je disais qu'il y a besoin de répondre à l'urgence sociale, de droit au logement, mais aussi à l'urgence climatique, le défi écologique. On sait qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre qui proviennent de ces bâtiments et de ces maisons qui sont des passoires thermiques. Et donc, il y a un effort sans précédent à faire pour rénover ces logements collectifs, pour rénover ces maisons. Ce que nous proposons, nous, c'est d'investir 10 milliards d'euros sur 5 ans pour pouvoir engager ce plan de rénovation énergétique des bâtiments, des maisons, mais aussi des logements collectifs. C'est un investissement important, mais qui est à la hauteur du défi que nous devons relever. Ce chiffre, il est issu des différentes associations, et notamment les associations pour le climat, qui disent que c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre la barre pour pouvoir produire 500 000 logements par an rénovés. Et on a vu, vous avez dû vous aussi constater que les efforts qui sont faits par l'État en matière d'investissement, sous le mandat Hollande comme sous le mandat Macron, on peut évoluer, c'est de l'ordre de 1,8 milliard, 2 milliards d'euros par an qui sont investis dans le cadre des différentes primes. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas à la hauteur, et donc nous voulons, nous, multiplier par 5 cet effort. Et puis, bien sûr, redonner des moyens aux bailleurs sociaux. On leur a baissé leur budget avec la réforme des APL. Il faut redonner des moyens aux bailleurs sociaux pour que les bailleurs sociaux construisent, bâtissent, rénovent et répondent aux besoins de notre population. On a aujourd'hui 4 millions de personnes qui sont en attente d'un logement. 4 millions en France. 5 millions de personnes en précarité qui vivent dans des logements ou des passoires thermiques ou insalubres. Et donc, on doit répondre aussi à cette attente. Et donc, il faut y mettre les moyens si on veut atteindre ces objectifs ambitieux qui répondent à des objectifs liés à la planète et au climat, mais aussi au droit de nos concitoyens de pouvoir vivre dans la maison ou dans l'appartement de leur choix et qui ne soient pas de véritables passoires thermiques. Marie-Ange Guéramos, on vous écoute. Vous vouliez vous adresser au candidat Roussel. Merci beaucoup. Donc, rebonjour, M. Roussel. On parle effectivement de beaucoup de fractures territoriales. Je sais de quoi je parle en tant que présidente de la FFB Nouvelle-Aquitaine, avec, vous savez, les zones urbaines et puis les zones beaucoup plus rurales.
On parle aussi de transition énergétique, on a beaucoup parlé, notamment dans ce post-Covid, de ma prime rénov' et de tout le plan de soutien à la rénovation énergétique. Malheureusement, on a quand même, pour les ménages notamment les plus modestes, eh bien, un reste à charge qui est encore beaucoup trop important. Donc nous, ce que l'on plaide à la FFB, eh bien, c'est que le prêt à taux zéro soit reboosté et sans discrimination territoriale. Et je précise aussi pour tous les primo-accédants. Et je pense que c'est comme ça que l'on pourra eh bien, construire encore plus et que ce soit à la portée finalement de tous. Donc je voulais avoir un petit peu... Quand vous dites rebooster, hein, c'est entre 20 et 40%, c'est ça? Oui, pour le complètement. Couvrant entre 20 et 40% du prix. Bien sûr, mais vous avez entièrement raison. Nous soutenons cette proposition. Il faut augmenter le nombre de personnes qui puissent obtenir le prêt à taux zéro, mais aussi élargir les conditions pour l'obtenir. Et aujourd'hui, il n'est pas possible d'obtenir ce prêt quand on veut bâtir dans des zones rurales. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et j'ai d'ailleurs tenu un meeting sur la question de la ruralité, l'agriculture et la ruralité. C'était dans le Puy-de-Dôme, à Billon, dans une petite commune. On avait fait exprès. Et j'ai défendu l'idée d'une ruralité vivante, de campagne vivante, et de permettre justement à nos maires, aux communes, de pouvoir adapter les règles de l'urbanisme chez eux, dans leur commune, pour pouvoir accorder des permis de construire sur des zones, sur du foncier, où ils jugent que c'est possible sans pour autant enlever des terres agricoles. Il y a parfois des dents creuses, il y a parfois des terrains où c'est possible de le faire, mais les règles aujourd'hui, notamment pour lutter contre l'artificialisation des sols, empêchent cela. Moi, je suis d'accord pour lutter contre l'artificialisation des sols, mais aujourd'hui, c'est fait sans discernement et c'est appliqué à des communes rurales qui, au contraire, elles, demandent les moyens de pouvoir permettre de bâtir et d'attribuer des permis de construire. Et puis, avec cette pandémie, on a vu qu'il y avait des familles, des jeunes, des couples qui voulaient revenir dans la ruralité. Il faut leur permettre, sinon nos communes vont mourir. Donc, oui, vous révisez le zonage. Bien sûr. Du prêt à taux zéro. Ah ben oui. Et vous revenez sur la ZAN, sur le zéro artificialisation nette? Oui, oui, oui. Oui, parce qu'on en a besoin. Et donc, il faut pouvoir l'attribuer. Il faut permettre aux communes de pouvoir bâtir. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la République, il m'en a parlé du logement. Il m'a dit, comment ça se passe chez vous? Ben, je dis, c'est simple, moi, je refais des permanences tous les vendredis. 8 personnes sur 10 que je reçois viennent me voir pour des problèmes de logement. Ou des logements insalubres. Une dame qui vient en m'expliquant qu'elle a vécu cet hiver avec son bébé qui venait de naître et elle poussait le chauffage à 30 sur le thermostat, mais il faisait 18 degrés parce que la maison est mal isolée et le gamin, il avait 3 paires de chaussettes, 2 pulls, elle était en larmes, c'est insupportable. Et je reçois des gens qui demandent tout simplement de pouvoir changer de logement, qui veulent avoir une maison avec un jardin pour pouvoir faire le barbecue le midi. Il faut répondre à ça. Donc j'ai dit au président de la République que chez nous, chez moi dans le Nord, dans beaucoup de zones, eh bien on n'est pas considéré comme des zones tendues, là où les aides sont fléchées. Moi je lui ai dit que c'est toute la France qui est une zone tendue aujourd'hui. C'est partout qu'il faut que l'on puisse avoir les moyens de construire, de bâtir, sans pour autant aggraver, sans pour autant enlever des terres agricoles, parce que c'est aussi important de pouvoir développer une agriculture saine, durable, et donc de lutter pour cela. Mais il faut pouvoir donner les moyens à nos communes et à nos communes rurales d'avoir les moyens de donner des permis de construire et en même temps d'accompagner les couples qui veulent pouvoir le faire. Marie-Ange, sur le plan rénovation, vous avez des propositions particulières à pousser? C'est une bonne question. Rénovation sur le côté rénovation énergétique, on veut continuer à pousser évidemment ma prime rénov'. Et puis tout ce que l'on peut mettre en place pour que les entreprises puissent facilement réaliser les travaux. On l'a vu, hein, là je parlais notamment, on parle du prêt à taux zéro, mais vous parlez on parle de fracture territoriale, mais il faut aussi le recentrer, encore une fois, sur les primo-accédants. Et ça, je pense que ça, c'est indispensable. Et aussi, ça concerne aussi la rénovation sur ce sujet-là, pour que chacun puisse avoir accès aux travaux et en rénovation également.
Oui, je partage tout à fait, mais c'est dans ce sens-là que nous devons travailler si nous voulons. C'est pas que la ruralité, pardonnez-moi. C'est pas que la ruralité. Pas que la ruralité, c'est vraiment aussi les primo-accédants. De permettre aux primo-accédants. Et aujourd'hui, les aides qui sont allouées par l'État, et tout le monde peut bénéficier des aides. Avec la prime Rénov', pour rénover son logement, on bénéficie aujourd'hui des aides, mais elles ne sont pas suffisantes. Et donc, on doit pouvoir accompagner chaque classe sociale dans ces travaux qui sont à faire. Et puis, enfin, excusez-moi, on parle beaucoup du pouvoir d'achat aujourd'hui, mais quand on voit que les salaires ou les retraites n'augmentent pas, mais que les factures à côté, parallèlement, augmentent fortement, eh bien, ce sont des travaux que l'on va repousser, et qui sont pourtant indispensables, nécessaires, si on veut tenir nos engagements climatiques. Donc, il nous faut augmenter les aides à la rénovation, y compris pour les classes moyennes, y compris pour celles que l'on peut retrouver chez les CSP+, mais quand il y a des vrais travaux de rénovation, quand il faut refaire son toit, c'est 50 000 €, et donc il faut pouvoir les aligner. Donc c'est où on a du prêt à taux zéro, où on a des aides financières importantes qui viennent accompagner ces travaux-là. Et puis, je vais vous donner un exemple, mais nous, on est dans une agglomération semi-urbaine, là où je suis élu, mais l'agglomération, elle donne une aide financière pour les couples qui achètent pour la première fois une maison. Donc, y compris, il y a des collectivités qui sont prêtes à aider des primo-accédants. Et donc, il faut que l'État soit à leur côté aussi. On va passer aux questions sociales avec François Delay. Je rappelle que François, vous dirigez une entreprise d'électricité en Picardie, président de la Fédération régionale du bâtiment des Hauts-de-France par ailleurs. Le sujet, c'est la sous-traitance. Oui, le sujet, c'est la sous-traitance, mais pas que. C'est aussi la main-d'œuvre et la pérennité de nos entreprises. Vous le savez, monsieur, le bâtiment est un secteur de main-d'œuvre où l'ascenseur social. D'ailleurs, c'est un terme qu'il faudrait revoir, ascenseur social, parce qu'un ascenseur, ça monte et ça descend. Chez nous, l'ascenseur, il est à sens unique. On peut démarrer... l'ascenseur social a un véritable sens chez nous. On peut démarrer apprenti, et puis terminer chef d'entreprise, diriger une grande entreprise, voire rentrer dans un grand groupe. Pendant la crise du Covid, en 2020, nous n'avons licencié personne. Bien au contraire, nous avons continué à former nos apprentis. Le chiffre de 73 000 a été annoncé cet après-midi. En progression de 23 000. Hein, en progression de 23 000 en très peu d'années. Ouais. Je pense que l'an prochain, nous sommes en capacité, et les établissements sont en capacité d'accueillir plus de 80 000 apprentis. À cela, il faut aussi rajouter toutes les mesures d'insertion qui sont mises en place dans les territoires, les clauses d'insertion qui figurent d'ailleurs dans de nombreux marchés, dans les marchés publics. On est aujourd'hui sur des pourcentages souvent supérieurs à 7%. Donc, une vraie industrie de main-d'œuvre. Or, je dirais des entreprises qui sont ô combien vertueuses. Or, l'avenir de ces entreprises aujourd'hui est compromis par certaines mesures. Nous avions connu l'entreprise à 1 €, vous savez, la fameuse entreprise qui était en cessation de paiement le jour de sa création. Maintenant, nous avons l'auto-entrepreneur sans limitation de délai. Nous avons aussi la fraude au travail détaché, le travail illégal, enfin bref, un certain nombre de mesures qui favorisent les appels d'offres et le fait que ces appels d'offres soient remportés au prix le plus bas possible. Je vous donne une information, bien souvent le budget des opérations n'est pas fait par des entreprises ni par le maître d'ouvrage. Il s'agit d'un maître d'œuvre souvent qui fait le budget de l'opération. Tout cela, nous le supportons. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que d'une part, l'auto-entreprise
soit limité dans le temps, avec l'obligation de changer de statut à terme, 2, 3 ans, par exemple. C'est aussi de renforcer le contrôle contre les pratiques frauduleuses sur tous les chantiers, y compris les particuliers, y compris en milieu rural. Y compris le week-end? Y compris le week-end, y compris le soir. Je vous livre une expérience que j'avais menée en Picardie grâce à un procureur de la République où on avait bénéficié d'une brigade spécialisée sur ce type de contrôle et qui tournait la nuit. Il y avait beaucoup plus d'infractions la nuit et le week-end que pendant la semaine. Enfin, que pendant les heures ouvrées. Voilà. Et aussi la limitation de la sous-traitance, si possible, à 2 rangs, car la cascade de la sous-traitance constitue un véritable nid à l'illégalité. Nous aimerions recueillir vos avis sur ces propositions, M. Roussel. Bon, ce sont des propositions que je connais pour avoir rencontré votre fédération et pour avoir déjà travaillé sur ces questions. Et je les partage pleinement. Il y a un sujet même nouveau qui apparaît, c'est l'ubérisation du travail, y compris dans votre secteur, dans le secteur du bâtiment, avec des plateformes numériques qui proposent à des particuliers de la main-d'œuvre, des salariés pour venir travailler chez eux, faire des travaux, voire parfois des grands travaux. Ce n'est pas acceptable. C'est une concurrence déloyale qui ne doit pas exister. Vous savez que nous ne sommes pas, nous, attachés à cela et que nous défendons au contraire une société dans laquelle le droit du travail est respecté et le droit des entreprises aussi, et nous nous opposons à toute forme de concurrence déloyale qui existe. Il y a celle-là, exercée par les plateformes, et y compris des plateformes gérées par des actionnaires qui ne sont même pas parfois chez nous, qui vont être logés dans d'autres pays à une fiscalité plus avantageuse. Donc c'est la double peine, c'est que non seulement ça pénalise nos entreprises, ça pénalise l'emploi local, mais en plus ça pénalise l'État puisqu'on perçoit moins d'impôts. Donc c'est absolument honteux, scandaleux, c'est le combat que je mène au nom de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, mais ça y participe. Plus de contrôle pour lutter contre cela, c'est nécessaire. Mieux encadrer l'auto-entrepreneuriat, vous avez effectivement raison, et le limiter dans le temps, peut-être concernant spécifiquement vos professions. Parce que ceux qui voudraient se lancer, qui ont travaillé dans une entreprise, qui sentent qu'ils ont un petit peu de réussite dans les doigts, qu'ils voudraient tenter l'expérience, voir s'ils arrivent à conquérir une clientèle, pourquoi pas qu'ils le fassent, mais que ce soit limité dans le temps pour que... 2-3 ans, ça vous convient? Ça me paraît parfaitement juste de travailler comme cela. Et puis, il y a cette question de la sous-traitance. La sous-traitance, aujourd'hui, quand ce sont des majors qui gagnent un appel d'offres, et puis derrière, quand on a 10, 12, 13 sous-traitants, mais le dernier va avoir les miettes pour réaliser le travail, et c'est là qu'effectivement, ça incite, ça ne devrait pas, mais c'est comme ça que l'on trouve du travail illégal en dehors du code du travail, et ce n'est pas acceptable. Mais il y a même un autre problème, c'est que les règles des appels d'offres aujourd'hui, que je souhaite réformer, c'est qu'elles imposent des seuils en termes de montant pour ces appels d'offres, qui fait qu'à partir d'un certain montant, l'appel d'offres s'étend à toute la France, et à partir d'un certain montant, c'est même des entreprises européennes qui doivent pouvoir y répondre. Ce n'est pas juste, parce que des communes, des collectivités, des agglomérations, des communes aimeraient bien pouvoir cibler les entreprises de leur secteur, de leur département, de leur région, et donc on devrait pouvoir accepter cela. Mais donc vous faites sauter le système des appels d'offres tel qu'il existe aujourd'hui? Vous le remplacez, j'imagine. Pour faire en sorte de développer les circuits courts, y compris... Ce que les Américains ont appelé le Small Business Act. Mais vous le faites à la française. Et qui existe aussi dans d'autres pays pour protéger un marché, pour faire en sorte que l'argent public bénéficie avant tout à des entreprises françaises en premier,
et puis à l'échelle d'une collectivité, aux entreprises locales. Et on devrait pouvoir faire ça. Mais c'est ce que nous demandons aussi dans les appels d'offres que nous faisons, quand une collectivité doit faire appel à de la restauration collective, que l'on puisse faire appel à des producteurs locaux. Et parfois, ce n'est pas possible, parce que les règles, aujourd'hui, ne le permettent pas. Donc, il faut pouvoir aller jusque-là. Et peut-être qu'en faisant comme ça, on permettra au secteur qui est le vôtre, qui emploie beaucoup de main-d'œuvre et qui est en plus non délocalisable, eh bien, de permettre à votre secteur d'offrir des perspectives d'emploi à nos jeunes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin aussi de dire à nos jeunes que dans ce secteur-là, ça embauche, il y a des bonnes conditions de travail, on est correctement rémunéré et c'est possible. Alors quand je dis des bonnes conditions de travail, on sait que ce sont des travaux pénibles, mais qui peuvent s'exercer dans de bonnes conditions. Et donc, si les appels d'offres ont des niveaux élevés dans leur montant, qui, de fait, n'imposent pas à des entreprises de faire des économies sur tout, et parfois on fait des économies sur l'humain, eh bien, c'est une bonne chose. Un petit mot aussi, il va y avoir un chantier quand même à ouvrir, c'est la relocalisation de la production et de nos matières premières en France, parce que vous faites partie de ce secteur qui subissait aujourd'hui une inflation énorme et une pénurie des prix et par ailleurs sur les matières premières et pénurie de prix, et donc le bois, l'acier, le zinc, enfin quand même c'était un tas de filières, de matières premières que l'on usinait, travaillait dans notre pays et qui aujourd'hui est partie à l'étranger. J'ai rencontré encore une usine de production de zinc à Guignon qui est menacée de fermeture. Bon, c'est pas croyable quoi, mais tous nos couverts aujourd'hui, nos couverts avec lesquels on mange, ici, ils viennent d'Asie. Voilà, on fait même pas ça. Dans la restauration, j'ai appris ça récemment, c'est incroyable. Si encore on faisait les baguettes en bois pour les envoyer en Asie, mais même pas quoi. Enfin bon, non mais il n'y a plus rien quoi. On va bientôt plus rien faire. Donc on est bien obligé de relocaliser toutes ces filières, ces productions pour avoir une forme de souveraineté, puis de pouvoir de pas se trouver en pénurie comme on l'est aujourd'hui. François Delay, si vous voulez rebondir, vous avez le droit. Hein. Non, je ferai un complément en termes d'illégalité. Je peux en citer d'autres. Aller le matin à 7 h à l'ouverture de la grande surface de vente de matériaux du bâtiment et puis regarder ce que font les chefs de rayon qui distribuent des pseudo-cartes de visite de travailleurs, de travailleurs qu'on ne sait même plus qualifier, en espérant que soit au bénéfice de la qualité des travaux qui seront réalisés, parce que sinon c'est encore le client qui sera perdant, c'est encore le particulier qui sera perdant. Mais ça se fait au grand jour. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. C'est même affiché dans certaines grandes surfaces de vente. Est-ce qu'il y a suffisamment d'agents pour ces contrôles, pour le coup? Non, il y a besoin de les renforcer. Combien il y en a aujourd'hui? On sait? Non, on a de nombreuses réunions dans nos territoires, que ce soit département ou région. Il y a des commissions qui sont montées. On ne connaît pas forcément... j'ai connu à une époque le nombre de départements dans lesquels il n'y avait pas de moyens dans ma région pour exercer les contrôles. Ouais, ça, je l'ai connu. Il y avait 2 départemtements qui étaient concernés. Vous embaucherez mais bien en termes de services publics sur ce territoire-là? Mais bien sûr qu'on a besoin d'embaucher. Quand j'entends, moi, les chiffres par des candidats aujourd'hui qui parlent beaucoup de réduire la dépense publique et de réduire le nombre de fonctionnaires dans l'administratif. Pour moi, réduire la dépense publique, c'est un gros mot insupportable, parce que réduire la dépense publique, c'est réduire donc les dépenses de l'État, réduire le budget de l'État. Ça veut dire que moins de moyens à nos communes, moins de grands chantiers qui s'ouvriront, moins de soutien pour la rénovation thermique. Il faut arrêter de taper sur la dépense publique. On a besoin d'une dépense publique utile, qui nous permette de bâtir, de construire. Il nous faut de la dépense publique et il nous faut une administration, des inspecteurs, des fonctionnaires qui puissent faire ce travail de contrôle sur les chantiers, mais aussi de suivi sur les comptes. Aujourd'hui, tout est délocalisé et tout est ouvert au libéralisme. Donc, je pense à ça sur la comptabilité, parce que là, il y a des réformes qui ont été mises en œuvre, où en fait, on a supprimé 30 000 postes à Bercy, d'employés des services fiscaux.
Et on va déléguer de plus en plus à des sociétés privées ou aux collectivités le soin de le faire. Ça menace, à mon avis, justement, un secteur comme le vôtre, où parfois il y a des entreprises qui fraudent un peu, et ça crée de la concurrence déloyale vis-à-vis de celles qui sont respectueuses des règles. Il reste une trentaine de secondes, si vous voulez un échange rapide. 10 secondes juste pour vous, sur les petites collectivités locales, il existe un certain nombre de conventions qui sont signées dans les territoires, notamment grâce au secteur bancaire que je tiens à remercier, où des taux, on connaît la faiblesse des taux aujourd'hui, mais il y a des taux encore bonifiés qui sont accordés aux petites collectivités locales à condition de respecter certains critères sociaux dans les pièces administratives du marché. Ça, c'est parfaitement légal. Ce qui est très compliqué, c'est de les faire respecter. François Roussel, pour conclure. Nous avons besoin d'une grande politique publique en matière de logement. Il ne faut pas avoir peur à ce que l'État investisse là-dedans. Je dis partout, je le dirai pendant toute la campagne, notre pays est riche, il a les moyens de pouvoir mener cette politique. Et donc, nous demandons, nous, tout simplement, que toutes les richesses que nous produisons servent à ouvrir ces grands chantiers, à relever ces grands défis. C'est la France des jours heureux. Je souhaite des réformes heureuses et je souhaite un bâtiment, des entreprises heureux et bâtisseurs pour notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Et bon courage à vous. Merci Fabien Roussel.